Salut à tous et bienvenue pour un nouveau First Talk. Nous sommes lundi, vous en avez l'habitude, en direct sur le stream.fr et ensuite en rediff entre guillemets sur YouTube à 18h. Ça va Erwan? I'm fine, good, and you? How are you? Ça va. Je sens que c'est une bonne semaine, je sais pas pourquoi. Yeah, you know why I'm speaking because in today we go to London and be London. Oui, je vois là, c'est bon. C'est pas du tout un accent anglais ça, hein. Pas non, son british du tout. Hein. Non, mais je suis pas, on est plus des Américains nous Ouais, quand même. c'est plutôt l'accent du Lot-et-Garonne, mais en anglais. Hein. Du Kentucky Lot-et-Garonne. Alors comme on va à Londres cette semaine, on est forcément très excités. On partira mercredi, mais avant ça, faut faire le taf. Et il y a quatre beaux sujets à développer aujourd'hui. Quel beau taf nous avons, puisque nous parlons de NBA, vous en avez l'habitude. En tout cas, merci d'être très nombreux dans les commentaires. On vous voit déjà très chaud, on voit vos petites dédicaces. On sent que c'est une bonne journée. Oui, vraiment une bonne journée, puisqu'aujourd'hui, on va parler de 4 sujets très intéressants. D'abord, les leaders de la conférence Ouest, les Denver Nuggets. On va expliquer pourquoi la recette marche cette saison, surtout défensivement. Ensuite, nous allons parler du retour de Blake Griffin au Staples Center pour aller mater ses anciens coéquipiers des Clippers. On enchaînera avec les votes du All-Star Game. Il était temps de faire un petit point. Luka Doncic est pour l'instant parmi les leaders, et donc dans le 5 majeur de la conférence Ouest, même s'il n'y a plus de conférence. Et on finira avec une petite ode à notre ami JJ Barea, le portoricain magnifique, 1m80, un tout petit peu plus petit, de talent pur et de régalade, surtout en 2011. Voilà le programme, ça te va, on peut y aller? Ça me va très bien. On va parler de JJ Barea, pas comme ça, parce qu'il s'est fait le tendon d'Achille. Oui, c'est vrai. En fait, on fait une ode à JJ Barea parce qu'il s'est fait le tendon d'Achille. Voilà, c'est pour lui donner un peu de baume au cœur s'il comprend le français. Ou alors tu peux faire traduction espagnole. Ah, sure about that. Ok, bon. C'est parti, les amis. L'espagnol et l'anglais, c'est un peu emmerdant. C'est parti, les gars. On est dans le Colorado, on parle des Denver Nuggets. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Ils font partie des plus belles surprises de ce début de saison, de cette première moitié de saison, puisqu'ils sont premiers de la conférence Ouest. Alors lorsqu'on avait fait les petites previews de début de saison, on les avait annoncés dans la course au playoff. On voit ce superbe bilan de 28 victoires, 13 défaites. Ils sont 7e attaque au rating et 9e défense, on va y revenir. Impérial à domicile, 17 victoires pour 3 défaites. Alors, Erwan, d'abord, quand on a vu se dérouler le début de saison, tu avais dit que c'était une équipe cohérente, logique, qui te plaisait énormément. Ouais, moi sur le papier, ça me plaît beaucoup cette équipe et moi je les avais mis dans les previews. Je crois que tu m'avais suivi là-dessus. On pensait qu'ils allaient être à la lutte pour les playoffs. Mis, oui, d'accord. Ouais, non, mais qu'ils allaient être short. Je les voyais courts. Comme depuis 2 ans. Comme depuis 2 ans, 9/10e. Mais c'était compliqué d'imaginer ce qui s'est passé complètement. C'était cette métamorphose complètement défensive. Après, on savait que sur le papier, en attaque notamment, il y avait énormément de talent, que chaque poste était quasiment doublé. Et puis autour de cet axe, Jamal Murray, Nikola Jokic, il y avait que des bonnes choses offensivement. On savait que le problème pour eux, il était ailleurs. Alors d'abord, restons un peu sur l'attaque, puisque l'attaque marche toujours très bien. L'année dernière, l'équipe faisait partie des meilleures attaques de la NBA. On aime cet aspect hyper collectif de l'attaque. Autour de Nikola Jokic, ils ont beaucoup d'armes, tu viens d'en parler. Ils ont beaucoup de joueurs à plus de 10 points de moyenne par match. Ils ont un banc à rallonge, on y reviendra, les seconds couteaux qui taffent. Et surtout, ils ont un effectif qui n'a pas bougé. Donc Mike Malone connaît chaque joueur à la perfection, et en attaque, on sent que tout le monde se régale, tout le monde peut mettre son petit grain de sel comme il faut. C'est ce qui les rend si compliqués à défendre. Tu parlais de leur bilan de 17-3 à domicile. On sait que historiquement, c'est toujours compliqué d'aller jouer à Denver parce que déjà, ça se passe en altitude. C'est vrai. Donc, on pourrait avoir 1650 km à vue de nez. On pourrait avoir Polo en plateau pour qu'il nous explique comment c'est dur de faire du sport en altitude, notamment avec ses amis cyclistes, même si je pense qu'ils n'utilisent pas le même matos. Je pensais que tu avais parlé de Martin Foucault et du biathlon. Ça marche aussi. Non, mais je ne regarde pas ce sport. Mais je salue quand même. Pourtant, ils font plus d'1 million de viewers sur l'équipe TV. Bravo à eux. Non, donc, c'est toujours compliqué d'aller jouer à Denver. Et puis, on va revenir un petit peu sur le basket. C'est une équipe très compliquée à défendre parce que quand tu as un mec comme Jokic capable d'en mettre 40, comme il a mis dimanche soir, mais aussi capable des soirs de mettre que 10 points, mais de faire un triple-double avec 14 ou 18 passes, ça devient très compliqué. Jamal Murray, très fort, pareil lui aussi dans le playmaking et dans le scoring. On l'a vu mettre des cartons cette année. Gary Harris qui a été blessé, mais qui peut mettre des points aussi. Qui était encore blessé hier soir. Voilà, c'est très compliqué. On rappelle que Will Barton est aussi blessé. Il est revenu hier soir, qui est revenu cette semaine. On a vu Malik Beasley aussi être capable de sortir du bois et de mettre des 20-25 points. Enfin, c'est une équipe en fait où ça arrive de partout. C'est très compliqué du coup, j'imagine, à les scouter. Ouais, c'est difficile à scouter puisque, donc on l'a dit, il joue sans véritable meneur de jeu. Alors il y a Montemoris qui est le backup, mais c'est vrai que leur force, leur traction arrière, c'est donc nos amis Jamal Murray et Gary Harris, donc deux
Alors, un vrai poste 2, Gary Harris, et un combo scoreur qui est notre ami Jamal Murray. Donc, tout se tourne autour de Nikola Jokic. Restons 30 secondes sur l'attaque et sur l'apport de Nikola Jokic. Tu l'as dit, il a des stats incroyables. Il fait une saison, j'ai envie de dire, de MVP au vu de son influence dans le collectif. 19 points par match, 10 rebonds, 7,5 passes de moyenne. Il a fait 5 triples-doubles. Est-ce que pour toi, Nikola Jokic, c'est pas un peu le digne descendante de Vlade Divac? Ouais, si, avec encore plus d'influence dans le jeu. Ouais. Avec sur le flow global. Oui, mais bien sûr, de toute façon, c'est le basket yougoslave, cette espèce de basket de blaire, de sensation où on sent les choses. Et lui, que ça soit au scoring ou à la passe ou au rebond, il est clairement le digne héritier de Vlade Divac, qui n'a quand même jamais approché ces stats-là. C'est-à-dire que je veux bien que Divac n'a jamais. Je peux vérifier vite fait. Donc finalement, le fait qu'il joue sans meneur, ça profite directement à Nikola Jokic. On le voit monter la balle. Bon, c'est le basket d'aujourd'hui. Moi, ça me fait toujours un peu bizarre. Ça veut pas dire que j'aime pas, mais ça me fait toujours un peu bizarre quand je vois ces postes 5 monter la balle, mettre la première passe et aller mettre un écran, quoi. Oui, c'est vrai. Toi, qui as joué meneur toute ta vie, je pense que à ton époque, si un mec faisait ça, tu disais gros, qu'est-ce que tu fais? Non seulement je dis ça, mais je dis donne-moi la balle. Mais c'est vrai que voir un pivot, alors évidemment, ça dépend du profil. Quand c'est Jokic, tant mieux, mais c'est vrai que voir un pivot, prendre la balle, remonter. Tim Duncan, apparemment, le faisait, c'était très étonnant. Il prenait la balle, hop, grande chasse, et il commençait à courir. Blake Griffin le fait énormément avec c'est pas un pivot, mais clairement, clairement, les intérieurs qui font ça. Alors, juste la petite comparaison avec Vlade Divac. Vlade Divac, sa meilleure saison, c'était aux Lakers. Il est à 16 points, 10,4 rebonds et 4,1 passes. Il n'a jamais atteint ce niveau-là. Il n'a jamais été aussi numéro 1 dans une équipe. Donc, ça s'explique. Voilà, juste pour la comparaison entre les deux. Mais c'est vrai que j'aime le fait qu'il a clairement trouvé ce qui marchait, Nikola Jokic, pour rester sur lui. Il est soit au poste haut, dans un rôle d'aiguilleur, donc à 3 points, est capable d'envoyer à 3 points, capable de faire des passes, des high-low, capable de faire des main à main pour pick and roll, aussi de jouer des drives, à 2 tensions, mais des drives quand même. Et il a sa deuxième fonction, au-delà du pick and pop, c'est au poste bas, où sans qualité physique, techniquement, personne n'arrive à défendre sur lui. Ah non, mais il est huilé à la perfection au niveau technique. Je ne vais pas dire on a rarement vu ça, parce qu'il y en a d'autres. Il y a quand même des prédécesseurs avant lui. Mais on a rarement vu un mec avec aussi peu de qualité athlétique faire autant de mal à des défenseurs plutôt toujours plus athlétiques que lui, avec beaucoup plus d'envergure. Il arrive à créer tout le temps des contacts, à réduire les distances, à faire sauter les mecs et à faire le hook. On sait que le bras roulé est incontrable. Karim Abdul-Jabbar le faisait, mais avec une autre envergure. Lui, il prouve vraiment que ce petit hook-là, c'est incontrable. Quand tu poses bien ton corps et que techniquement tu maîtrises complètement ce geste-là, c'est incontrable. Et puis il rajoute des feintes. Il rajoute des feintes. Il fait le coquin. Il pivote, il te fait sauter, il pivote, et puis on ne sait jamais s'il va shooter ou passer. Et ça, c'est un enfer. Et comme il y a beaucoup de jeux sans ballon autour de lui aussi, c'est très très compliqué à défendre pour des défenseurs sur les match-ups. Alors, j'ai vu dans les commentaires quel est son pourcentage au tir. Nikola Jokic tourne à 50% au tir. Il prend presque 15 tirs par match quand même si par moment il est dans l'excès de ne pas prendre des tirs. C'est toujours étonnant de le voir à plus de 10 rebonds, plus de 10 passes, mais pas aux 10 points, alors que c'est vraiment la marque la plus simple. Il est aussi à 32% à 3 points et 84% au lancer franc. Encore un pivot avec des mains qui met des lancers francs. Ça fait toujours du bien. Voilà pour Nikola Jokic. Une petite dernière question. Est-ce que si, admettons, à la totale fin de la saison, ils sont premiers de la conférence Ouest, Nikola Jokic aura des voix pour le titre de MVP? Bah non. Moi, je dis non. Il aura des voix. Est-ce qu'il sera MVP? Non, il ne sera pas MVP. Il aura des voix. Je pense qu'il peut finir dans le meilleur 5, à l'image de ce qu'avait fait Joachim Noah avec les Bulls quand il est meilleur défenseur de l'année. Il avait été lui dans le meilleur 5 de fin de saison. Registre complètement différent. Mais moi, je le vois finir dans le All First Team sans problème. Maintenant, pour la simple et bonne raison que la concurrence est monstrueuse cette année pour la course MVP. Donc je pense que Jokic ne marque pas assez de points. Et pourtant, il fait quelques cartons, on l'a vu les 40. Ouais, mais en face, je reviens, c'est pas la concurrence. La concurrence est exceptionnelle. Alors, juste comme ça, Giannis, Kawhi, James Harden, Steph Curry, oui, il y a plein de gens qu'on imagine Anthony Davis, malgré son classement. Malgré un classement kata. Donc parlons encore plus de l'équipe, puisque Nikola Jokic, c'était vraiment le point de départ de notre affaire. Énorme évolution défensive. Mike Malone disait, je ne comprends pas, étant moi-même dans mon ADN un coach qui aime la défense, je ne comprends pas que sur les 2 dernières saisons, on soit dans le top 5 des pires défenses de NBA. C'est une stat incroyable. Merci Polo, regarde ça. Ouais, bottom 5. En 2016-2017, ils encaissaient 111 points par match avec un bilan donc de 40 victoires. La deuxième saison, ça a un peu progressé en termes de défense, donc 110 points, on va dire, pour mince, comment on dit, j'ai oublié je sais plus, bref, en tout cas 110. Hein? Le rating, je sais pas. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas grave, 110. Et donc cette année, énorme évolution, il n'encaisse que
105 points par match, sachant que le pace est très faible, ils ne courent pas énormément côté Denver, mais donc au rating, ils sont 106, ils sont à 106,7, ils sont 9e défense de NBA. Alors comment on explique cet énorme changement d'équipe, Erwan? Déjà, l'énorme frustration la saison dernière de rater les playoffs. On se souvient dans les deux saisons, les deux saisons. Mais l'année dernière, encore pire que les autres. Arrondir, merci, c'est ça. Arrondir, simplement. Il y avait il y a 2 ans, c'était encore une équipe en construction. Jokic n'était pas encore ce qu'il était, il était en devenir. Il y avait, pour l'instant, ils avaient mis quelques pierres, frustrés de ne pas faire les playoffs, il y avait une forme de logique. L'année dernière, ils sont dans une course à 3, ils le touchent du bout des doigts, les playoffs. C'est Minnesota qui passe finalement à l'arrache devant les Clippers et donc Denver. Ils se sont vus beaux. Ils avaient même à un moment donné le calendrier pour. Ils se sont vus être en playoff pour finalement, au dernier moment, quasiment sur les 2 derniers matchs, se voir en vacances plus tôt dans la saison. Sachant que 46-40, normalement, tu vas en playoff sûr. Hein. Et donc, je pense que ça a laissé un goût amer chez les joueurs et surtout chez Mike Malone qui s'est dit, finalement, on a beau être une très bonne équipe d'attaque en devenir et qui va progresser, on en a parlé juste avant, il faut défendre. On a beau être à l'ouest, on a beau avoir plein de joueurs de qualité en attaque, il faut défendre au basket quoi qu'il arrive, même si certains l'oublient par moment, il faut absolument défendre. Et c'était l'évolution logique d'un coach en plus à l'ADN défensif, tu l'as dit. Il fallait aussi alerter certains joueurs sur les efforts défensifs et c'est ce qu'a fait parfaitement Mike Malone. Il parlait de pride, donc de fierté. Il disait que ça lui faisait sincèrement mal à sa fierté, à Mike Malone et je pense au coaching staff, d'être aussi nul en défense et d'être aussi près des playoffs. Énorme changement. Il a piqué les joueurs dans l'article. Il a piqué les joueurs. Et Jokic en premier. Jokic n'est clairement pas un grand défenseur, mais on voit une très belle progression. Avant, il se faisait ouvrir son pick and roll comme rarement. Évidemment, quand tu as Jokic, même moi, je peux aller au lay-up ou lui mettre des tirs sur la gueule. C'est dire à quel point Jokic est a priori faible. On voit maintenant. Relance-toi. Relance-toi. De toute façon, tu fais chier à faire des émissions basket. C'est clair, putain, la vraie passion, c'est le basket, c'est pas de parler de basket. Mais donc, on aime cette idée que Jokic est revenu avec d'autres intentions dans les attitudes. Tu le vois couper sur les trucs, bumper les mecs, être sur pick and roll un peu plus bas. Alors, c'est surtout là l'évolution. Bien sûr, c'est surtout là. Alors, il y a Jokic, mais il y a aussi cet effectif très important. Alors, on va y aller parce que le banc est merveilleux et il y a aussi beaucoup d'inventions de joueurs. L'effectif n'a pas du tout changé par rapport à l'année dernière. Tous les mecs qu'on voit sur le terrain, on les voit l'année dernière. Pourtant, il y a Isaiah Thomas qui est dans l'effectif, qui n'a toujours pas joué. Il y a Michael Porter Jr., le rookie, qui n'a pas joué. Isaiah Thomas, sûr que défensivement, il va leur faire du bien. C'est clair, mais du coup, on l'a complètement oublié. Donc, on va faire un petit... on va regarder un peu les mecs. Donc, dans le 5 majeur, on parle donc de Jamal Murray, qui n'est pas non plus réputé pour être un bon défenseur, et pourtant, il s'y met. Gary Harris, c'est un très bon défenseur. Ils ont inventé des joueurs comme notre ami Torrey Craig. Torrey Craig, qui l'année dernière était rookie, et qui là, aujourd'hui, sur le poste 3, leur a complètement consolidé défensivement l'affaire, parce que Will Barton était blessé, il en a profité. 35 et 40 matchs la saison dernière, donc pas un apport incroyable de Torrey Craig, mais là vraiment, il apporte vraiment ce qu'on attend dans une équipe comme ça, de la défense, ce poste 3 un peu complet, court en attaque, il court peu. C'est vrai qu'il court beaucoup plus avec le second unit, et du coup, il met beaucoup de pression sur la balle, et c'est intéressant, et c'est ce qu'ils font beaucoup plus cette année aussi, les Nuggets. On reviendra après sur le détail de leur défense sur pick and roll, mais avant tout, je trouve que par rapport à la saison dernière, il y a beaucoup plus de pression sur la balle, et ça commence notamment par Jamal Murray, qui n'a pas les meilleures cannes pour défendre, mais par contre qui fait les efforts, qui fait beaucoup d'efforts pour mettre beaucoup plus de pression sur la balle, et ça change tout déjà. Tout à fait. Donc sur les lignes arrière, on en a parlé, il y a aussi le petit Montemoris qui lui aussi était en G-League et qui a complètement éclos au niveau de tout ça. D'ailleurs, c'est là aussi qu'on remarque la patte des bons coachs. Popovic, on en parle sans cesse jusqu'à la fin des temps. Il invente des mecs complètement. Danny Green, c'est le premier mec qui me vient, qui était en G-League complètement, qui faisait une carrière de fantôme, j'ai envie de dire, NBA, et qui, tout d'un coup, a éclos et était dans le 5 majeur grâce à Popovic. Donc, on l'a dit, Miles Beasley aussi, qui est très très bon aussi, ça fait des rotations où les mecs sentent bien les coups. Donc, quand tu es dans les ailes, à l'opposé sur le pick and roll, c'est le plus difficile, on va en parler dans quelques secondes. On peut parler aussi de Ron Hernan Gomez, qui ces derniers temps est un peu plus en galère, mais qui a bien pallié aux absences de Paul Millsap, par exemple, sur le poste 3-4. Ouais, moi je trouve qu'il est bon, il est souvent titulaire cette saison. À cause des blessures. Ouais, à cause des blessures, mais il a plutôt bien rempli son rôle en attaque déjà. Oui. Mais ce qui nous intéresse surtout dans cette vidéo, c'est la défense. Et c'est vrai que lui aussi, par sa formation européenne, il a vite compris les rouages. Il est capable, pareil, de défendre sur des postes extérieurs et de défendre aussi sur des postes 4-3-4. Et c'est plutôt intéressant. Et j'ai envie qu'on dise, il change assez peu, beaucoup moins que la saison dernière. Tout à fait, on va y aller. Attends, j'ai envie d'y aller. Un dernier mec à citer absolument, c'était ton bot Trey Lyles, qui sur le poste 4 aussi, sur le banc, leur fait du bien. Et c'est important de parler de leur... Oui, et de Melson Plumlee sur le poste 5, dans un profil complètement différent de Jokic. D'ailleurs, par moment, ils jouent tous les deux. Jokic peut jouer 4. Donc du coup, tu te retrouves avec une profondeur de banc qu'il n'avait pas avant
Qu'il n'utilisait pas autant, en tout cas. Parce qu'il y avait Wilson Chandler et tout, il y avait du monde, mais... Chandler est parti, mais tu vois, on l'a dit, hein, cette vidéo, nous, ce qui nous a plu chez les Nuggets, c'est ce changement de profil défensif sans amener quelqu'un d'autre. On se souvient que les Spurs sont devenus une vraie équipe défensive quand ils ont drafté Duncan. Non, mais Oui, c'est vrai. tout à fait, On se souvient que les Celtics sont devenus une énorme équipe défensive quand Garnett est arrivé. Oui. Pourquoi tu rigoles? Et donc, eux, ce qui est bien, c'est qu'ils sont devenus une équipe défensive sans changer beaucoup de choses, simplement en peut-être utilisant des joueurs différemment et en tout cas en ayant un discours différent chez les joueurs. Discours et des principes. Allons sur le pick and roll. Du coup, qu'est-ce qui a changé clairement entre l'année dernière et cette année? On change plus. On change quasiment plus. En tout cas, on change plus grand-petit. Il change petit-petit, mais il ne change plus grand-petit. C'est-à-dire que quand Jokic défend sur le pick and roll, donc sur celui qui pose l'écran, il se montre, il ralentit, Jamal Murray récupère le joueur, mais du coup, il fait l'effort de revenir. Et là-dessus, je voudrais qu'on insiste beaucoup sur Plumlee, qui est très bon dans ce rôle de gardien de but. On sait qu'en attaque, c'est pas un grand talentueux. Il mettra toujours des alley-oops. Voilà. Par contre, c'est un joueur assez intelligent, qui lit bien le jeu avec ses qualités de dureté et de lecture défensive. Et du coup, sur ce truc de gardien de but, regardez bien sur les pick and roll des Nuggets, il vient souvent faire 2-3 pas pour laisser le temps à Jokic de revenir, après il récupère son joueur, ou alors il change par moment, mais entre grands. On a des principes. C'est ça, la difficulté de toute manière en NBA et en Euroleague aussi, on en parlait avec Steph il y a quelques jours, de défendre sur le pick and roll, c'est que les meneurs de jeu sont tellement forts sur le maniement de ballon, sur le changement de rythme, qu'on n'arrive plus à faire un step-out, on appelle ça, le grand vient arrêter le meneur et vient reprendre son mec derrière, puisque ça fait de trop grosses différences. En gros, le meneur va splitter les écrans, va passer entre deux mecs, va essayer de faire un petit alley-oop, James Harden le fait parfaitement avec Capella, des petits alley-oop, ou aller chercher l'ailier à l'opposé, ça c'est Doncic qui le fait très très bien, aller chercher un mec pour un tir ouvert à l'opposé. Et quand on parle des Mike Beasley, des Torrey Craig, des Juan Hernan Gomez, tous ces mecs-là, eh bien ils arrivent justement à être bien entre deux zones. C'est-à-dire, je défends sur mon mec à gauche, mais je lui donne pas trop d'espace si on lui fait la passe pour essayer de l'arrêter. Et c'est là où, franchement, il y a une très belle évolution du côté des Nuggets. Clairement, et on donne pas trop d'aide, on est sur des principes clairs. Pression sur la balle, le step-out est franc, mais la pression sur la balle est forte déjà. Donc ça permet sur le step-out aux joueurs. Après, on verra en playoff comment ça se passe c'est un autre sport. Face à des top meneurs. Mais en tout cas, ils ont des principes et ça marche. Le principe pression sur la balle, on step out et on ne change pas grand petit. Et ça, pour moi, c'est des principes. On verra où ça va les amener parce que face à des très très forts meneurs, Harden, Curry, peut-être qu'ils auront d'autres soucis là-dessus parce que tu viens de le dire, ils sont très forts là-dessus, on te sanctionne différemment. Mais en tout cas, là-dessus, sur leur principe, ça leur permet aujourd'hui d'être leader de la conférence Ouest. Ils sont leaders de la conférence Ouest et regardez le tableau de chasse, Polo l'a montré vite fait, tu peux me le remettre s'il te plaît. Ils ont tapé tous les gros, donc non seulement ils sont premiers, mais en plus on peut pas dire que c'est grâce au calendrier. Non, ils ont tapé Boston 2 fois Toronto, ça c'est une vraie perf. Les Warriors, Portland, les Lakers, même si en ce moment, bref, OKC aussi. Je me permets, Tom, les Lakers, c'était les Lakers avec LeBron et ils les ont limités à 85 points. En NBA, c'est énorme. Hein. Tout à fait. Donc, t'as pas kiffé ma stat sur LeBron et les Lakers. Si, parce que je l'ai lu comme la moitié de... Bref. Je l'ai lu. Vite fait le calendrier. Ils vont jouer mercredi soir contre Golden State. Encore un duel de... Et là, tu vois, et là, on va voir ces principes défensifs. Complètement. Justement, clairement, ces principes défensifs, ce pick and roll, où on revient un petit peu à des fondamentaux défensifs. Que nous, on a connu. Un petit peu il y a 10-15 ans, voire face à cette équipe unique que sont les Warriors, et notamment sur ces lectures pick and roll assez terribles où les sanctions, notamment aussi à l'opposé, avec des Klay Thompson, avec des Kevin Durant et les lectures de Draymond Green, ça va être super intéressant de voir ce match-là. Ils avaient perdu à la maison à venir le voir. Ils avaient perdu, tant mieux, super. Ils ont perdu contre Phoenix, c'était un peu cata. Ils ont gagné contre Portland avec justement hier soir Jokic à 40 points. Donc Golden State, Chicago, Cleveland, Utah, Phoenix, Philadelphie, Memphis, voilà ce qui les attend. On peut imaginer quand même qu'ils continuent à truster la première place de la conférence Ouest. Dernière question, Erwan, qu'est-ce que tu les vois faire en fin de saison? Est-ce qu'ils seront premiers? Est-ce qu'ils vont aller en play-off, passer des tours? Je sais pas. En play-off, je les vois, c'est sûr. Je les vois dans le top 4 aujourd'hui. Ils sont quand même bien passés. Les Rockets, on en a parlé la semaine dernière. Je sais que Harden ne va pas durer comme ça. Donc, je pense que je les vois dans le top 4. Ils sont quand même bien installés. Ils ont une vraie confiance en eux. Par contre, je trouve, et ça n'engage que moi, et j'espère que je me trompe pour eux, c'est tout à fait l'équipe qui a le profil à faire une super saison régulière, à avoir l'avantage du terrain au premier tour et à se faire sortir. Normal, il faut de l'expérience pour passer des tours en play-off et ils n'ont pas d'expérience. Ça fera peut-être partie de l'apprentissage. En tout cas, Mike Malone aura sécurisé son poste parce que le but, on le rappelle en début de saison, c'était de les amener en play-off. Mais je trouve que cette équipe a le profil là. Il y a trop de joueurs qui vont découvrir les play-offs et je pense qu'il y aura surtout dans la conférence Ouest infernale des équipes qui ont galéré un peu en saison régulière mais qui ont un autre vécu collectif, notamment en play-off. Et je les vois, par exemple, tu prends Houston au premier tour. Je les vois se faire sortir. Oui, ou les Lakers aussi, ou ce genre de team. Voilà. De teams. Mais voilà, ça n'a rien contre les. Non, c'est un constat. J'en parle à Polo en préparant l'émission. Je fais,
J'aime beaucoup ce qu'ils proposent. C'est vraiment très agréable à avoir joué, mais ils ont tellement le profil à se faire botter au premier tour des playoffs avec l'avantage du terrain. Terrible. On en reparlera évidemment au mois d'avril, au mois de mai, pour savoir où en sont nos chers Nuggets. En tout cas, voilà, bravo à Mike Malone pour du très très bon boulot. Une belle franchise qui a des beaux maillots aussi. C'est toujours intéressant à souligner. On va partir sur la deuxième vidéo, mon cher Erwan. Et tu sais, on va parler d'un retour, le retour de Blake Griffin à Los Angeles.